pages de l'histoire sur France Culture. Voici maintenant le procès Barbie. « 9 février 1943, rafle de la rue Sainte-Catherine. » 6 avril 1944, rafle des enfants de la maison d'Isieux. 11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites que vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en Bolivie. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Vendredi 22 mai 1987, 10e audience. Madame Simone Lagrange. Donc faites votre déposition, nous vous écoutons, madame. Oui, c'est difficile après ces dames. J'ai été arrêtée le 6 juin 1944 chez moi sur dénonciation d'une Française. Cette personne se trouvait à la maison. Éloignez-vous un tout petit peu du micro. Éloignez-vous un tout petit peu, voilà. Cette personne se trouvait à la maison lorsqu'on est venu nous arrêter. J'ai été arrêtée par un nommé Goetzmann qui est monté chez nous et qui est venu nous chercher, mon père, ma mère et moi. Nous avons été emmenés à la Gestapo qui se trouvait place Bellecour à Lyon, puisque l'ancienne Gestapo avait été bombardée le 26 mai 1944. Vous savez, c'était le 6 juin 1944, c'était le jour du débarquement, c'était pour nous un jour de joie. Ça a été un jour de joie au début, mais ça n'a pas été la même chose le soir. Lorsque nous sommes arrivés à la Gestapo, je vous rappelle que j'avais 13 ans. Au rez-de-chaussée, il y avait des femmes militaires, des Allemandes. Une a fait une réflexion lorsque je suis passée. Elle a dit « Kind kaputt ». On avait compris le mot « kaputt » puisque tout le monde savait ce que ça voulait dire pendant la guerre. Mais le reste, je ne savais pas puisque je parle français uniquement. On est monté, enfin cette femme avait fait aussi la réflexion que les enfants ne revenaient pas de là où on allait. Vous savez, sur le coup, on ne sait pas ce que ça veut dire. Lorsque on a pris les escaliers, on nous a mis dans un bureau. J'ai précisé déjà il y a longtemps que je ne savais pas si c'était le 3e ou le 4e étage. Dans un grand bureau beige, on nous a fait rentrer là et on a mis mon père sur une face de mur, ma mère sur l'autre face et moi sur la 3e face. On a attendu environ un quart d'heure et puis la porte du fond s'est ouverte et Barbie, enfin je ne savais pas que c'était son nom à ce moment-là bien sûr, Barbie est rentré dans cette salle. Il était habillé en gris. Vous savez, ce sont des détails qui choquent un enfant de 13 ans. Il était habillé en gris et
Il avait un chat dans ses bras. Il avait un chat. Oui, qu'il caressait. Je dois dire que pour une petite fille de 13 ans, lorsqu'on voit un homme qui caresse un animal, on n'en a pas vraiment peur. Je dois dire aussi qu'on avait l'habitude de nous montrer les SS comme des gens qui étaient très forts, très grands, très blonds. Et Barbie ne représente pas le vrai type du SS dont on nous parlait lorsque nous étions des enfants, lorsque c'était la guerre. J'ai pensé que cet homme ne pouvait pas être méchant. Pourtant, j'avais l'appréhension d'avoir été arrêté. Vous savez, on savait très bien qu'on arrêtait les Juifs, qu'on les emmenait dans des camps. On pensait que c'était des camps de travail. On savait qu'il y avait des fusillades aussi. Mais on ne s'imagine jamais que ça peut nous arriver à nous. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu Barbie, je ne me suis pas vraiment apeurée, si vous voulez. Je n'ai pas eu peur de cet homme. Un peu anxieuse, c'est tout. Il est arrivé en caressant ce chat. Il est allé vers mon père, qui était assez imposant de taille. Il l'a regardé des pieds à la tête sans dire un mot. Puis il est allé voir maman, avec un petit sourire pincé. Puis il est revenu me voir, il m'a caressé la joue. Il a dit que j'étais jolie. Et comme ça, d'un seul coup, il se retourne et il dit à maman, « Vous avez d'autres enfants ?» Et ma mère était une mère fière de ses gosses et elle a dit oui, j'ai 2 autres enfants plus jeunes qui sont à la campagne. Il lui a demandé où se trouvaient les gosses. Maman a répondu que les enfants étaient partis au moment des bombardements de Lyon et qu'elle n'avait pas encore leur adresse, ce qui était vrai d'ailleurs. Barbie est venu vers moi, il m'a posé la même question une fois de plus. J'étais comme maman, je ne pouvais pas répondre. Il est parti, il a posé son chat sur la table et il est revenu vers moi, il m'a reposé encore une fois cette question. Vous savez, 42 ans après, ça semble absurde, on se pose des questions, on se demande pourquoi comme ça s'acharner pour avoir l'adresse ou le nom de 2 gosses. Mais ça, c'est 42 ans après. Dans le contexte, c'était tout à fait différent. Les petites filles à cette époque avaient des cheveux très très longs et c'était aussi mon cas. Mes cheveux étaient enroulés dans une résille. Pour les personnes qui ont connu cette époque, ça doit leur rappeler quelque chose. Barbie a tiré sur la résille et mes cheveux se sont écoulés sur mes épaules. Et à ce moment-là, il a roulé mes cheveux dans sa main et il a tiré de toutes ses forces et j'ai pris la première paire de claques de ma vie. Et puis ça a continué. Il m'a frappé en posant toujours la même question. Il demandait l'adresse des enfants qu'on ne pouvait pas lui donner. Mon père a essayé de s'interposer, mais on lui a mis un revolver sur le ventre et donc il a fallu qu'il subisse les coups que j'avais reçus. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles n'en sont pas moindres. C'était celles qu'on infligeait à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Excusez-moi. Je vous en prie, si vous voulez vous asseoir quelques instants. Ça a duré une demi-heure à peu près. Et puis, on est parti en voiture, on est retourné à Montluc. On est allé à Montluc. Quand vous êtes allé, j'ai pas compris. On nous a fait descendre et on nous a emmenés à la prison de Montluc. Non, merci, monsieur. Mon père a été emmené à la baraque des Juifs et ma mère et moi, nous avons été descendus dans une cave. Ça semble bête. J'avais peur de cette cave parce qu'il y avait de la paille et j'avais peur qu'il y ait des rats. C'est encore des idées de gosse. J'ai regardé par le soupirail toute la nuit. Cette nuit-là, des camions sont arrivés. Et de ces camions, je voyais par ce soupirail, de ces camions, j'ai vu descendre des familles entières de Juifs qui avaient été arrêtés. Et je me suis posé des questions, bien sûr, on se pose des questions à 13 ans. Le lendemain matin, on nous a emmenés, maman et moi, dans la même cellule. Et puis vers 9h du matin, la porte s'est ouverte et j'ai vu celui qu'on appelle maintenant Barbie sur le pas de la cellule, sur la porte de la cellule.
Il a fait signe à ma mère et à moi d'approcher, et il m'a emmenée. Mais avant de m'emmener, il a demandé à maman si elle était toujours décidée à ne pas donner le nom de mon frère et de ma sœur. Il a même précisé que si on lui donnait ce nom, il nous mettrait toutes les trois à l'hôpital de l'Anticaille. Vous savez, je crois que j'étais une des rares gosses à être à la prison Montluc. Je suis partie avec lui en voiture. Et il m'a ramenée à la Gestapo. Je suis retournée dans un bureau où pendant toute la journée, je suis restée pratiquement seule. Il rentrait, me posait toujours cette question qui me semble tellement aberrante maintenant. Vous savez, avec le recul, on se pose des questions. Comment un homme qui avait les responsabilités dont vous nous avez informé vous-même, Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, comment un homme comme ça pouvait-il s'attacher à la recherche de 2 enfants uniquement au point de martyriser une 3e gosse? Ça, c'est vraiment insupportable. Je dois dire que il arrivait avec son sourire mince comme ça, comme une lame de couteau. Il me posait la question et il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Pendant ces 7 jours, c'était sans arrêt des coups là où les plaies étaient déjà refermées. Et le sang coulait de plus belle. On a parlé de torture, Monsieur le Président. Je crois que la torture morale, c'est pire que tout. Le premier soir, il m'a ramené à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés. Vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration et au sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant « Voilà ce que tu as fait de ta fille ». Je crois que cette morale-là, personne ne peut cette torture-là, il n'y a pas de morale qui puisse excuser ça. Maman était plus mal en point que moi. Elle ne pouvait toujours pas répondre, elle ne pouvait pas donner l'adresse des enfants, elle ne la savait pas, et même si elle l'avait su, est-ce qu'elle aurait pu dénoncer ses enfants? C'était pas possible. Pendant toute une semaine, ça a duré, cette comédie, ces sévices. Je partais à la Gestapo, quelquefois c'était lui qui venait me chercher, la plupart du temps c'était lui qui me ramenait. Et puis un jour, comme ça, sans m'avertir, sans rien du tout, et ça c'est encore une torture que je ne pourrais jamais lui pardonner, monsieur, même s'il demandait pardon, ce qu'il n'a pas fait. Il m'a mis dans une autre cellule. Si bien que maman, ne me voyant pas rentrer, et mes camarades qui sont ici, que je ne connais pas personnellement, mais qui eux ont connu la prison aussi, peuvent dire que lorsque quelqu'un ne rentrait pas d'un interrogatoire, on était en droit de croire la personne était morte. Et c'est ce que ma mère a pensé pendant ces 15 jours où elle est restée toute loin de moi dans une cellule. Quant à moi, je pensais simplement qu'elle avait pris le relais. Vous savez, c'est bien difficile de ne plus se souvenir de l'homme qui vous a fait le plus de mal. Le premier, il y en a eu beaucoup d'autres après, dans les camps. Mais disons qu'il avait cet avantage unique d'être le premier à m'avoir frappé et à m'avoir torturé de la sorte. Pour moi, le 23 juin 1944, ça a été un jour de bonheur parce que j'ai été envoyée à Drancy et j'ai retrouvé ma mère avant de partir. Nous nous sommes retrouvés à ce moment-là. Je ne peux pas vous parler de Drancy parce que pour nous, ça a été une période presque de bonheur puisqu'enfin on était toutes les deux. Mais ce que je voudrais raconter, si vous le permettez, c'est le voyage de Drancy à Auschwitz. Vous savez, beaucoup de livres ont parlé des malheurs d'Auschwitz, de l'aspect terrifiant de ce camp. Moi, petite fille de 13 ans, je me suis souvenue surtout de ce voyage. Dans des wagons à bestiaux, le 30 juin 1944. Il fallait s'asseoir, les jambes écartées, pour que les autres puissent s'asseoir, s'imbriquer en vous, pour pouvoir tenir dans ces wagons. Il y avait des enfants, il y avait des vieillards, il y avait des femmes, il y avait des hommes et moi. Il n'y avait qu'une porte qui pouvait nous donner un petit peu d'air. J'étais avantagée, je n'étais pas loin de la porte. Au milieu, il y avait une tinette, une espèce de grand bidon où tout le monde devait faire ses besoins. Je dois dire que la pudeur autrefois était beaucoup
plus forte que maintenant, et il était très difficile pour des hommes et des femmes de faire leurs besoins comme ça devant tout le monde. Je me souviendrai de ces deux hommes qui tenaient des vêtements pour que les premières personnes puissent faire. C'est très sale ce que je raconte, mais c'est beaucoup moins sale que l'esprit de ceux qui nous ont envoyés là-bas, Monsieur le Président. Je me rappelle de la première nuit, des enfants qui vomissaient. Vous savez, j'ai des enfants. J'ai 7 enfants et j'ai 12 petits-enfants. Et c'est vrai que lorsqu'on les monte dans des voitures, il faut leur donner un comprimé parce qu'ils sont malades. Dans ce compartiment qui était surchauffé et surhabité, il n'y avait pas de comprimé. Les enfants étaient là à vomir, à pleurer, à être malades, à hurler. Ça a été quelque chose d'affolant. Le lendemain matin, on a trouvé un mort et on l'a mis au fond du wagon. Vous savez, le trajet a duré 5 jours et 4 nuits. Et tous les matins, il y avait des morts supplémentaires. Et déjà à ce moment-là, je pense qu'on avait fait de nous des gens différents. On nous a arrêtés parce qu'on était d'une race différente. Mais moi, je dois dire que c'est à ce moment-là qu'on est devenus petit à petit des gens différents. Différents en ce sens que nos premiers morts, on les a pleurés, on les pleure encore. Mais on était pratiquement soulagés d'avoir un tout petit peu de place en plus. C'est terrible à dire, vous savez maintenant. Mais c'était pourtant vrai. C'était, si vous voulez, le commencement de la fin. On entassait ces morts comme ça au fond, et puis les vivants avaient un peu plus d'air et un peu plus de place. Les hurlements des enfants me restent dans les oreilles. Et la nuit, je me réveille avec ce cauchemar, croyez-moi. J'ai entendu au début du procès quelqu'un dire « Prenez des calmants, messieurs ». Je voudrais simplement dire que nous, les déportés, très souvent, nous prenons des calmants le soir pour pouvoir dormir sans cauchemar. J'en prends. Depuis 42 ans bientôt, plus même. Ensuite, il y a eu Auschwitz. Auschwitz, ça ne se raconte pas. Je ne suis pas assez instruite pour vous dire ce qu'était Auschwitz. Je peux simplement raconter ce que moi j'ai vécu. Mon premier drame, ça a été quand on m'a tendu les cheveux. Ça semble idiot. C'est rien à côté de ce que ces dames vous ont raconté juste avant moi. Mais vous savez, quand vous avez encore vos cheveux, vous êtes quelqu'un. Et puis subitement, on vous a enlevé vos vêtements. Il y a déjà eu le tri lorsqu'on est arrivé. Ceux qui partaient vers la chambre à gaz, ceux qui ne savaient pas où ils allaient. Et puis il y a eu nous qui étions embarqués dans l'entrée de ce camp, nous à qui on avait enlevé les vêtements, nous à qui on tondait les cheveux. Vous savez, voir sa maman, ou des femmes qu'on avait connues dans sa commune. Saint-Fond est une commune qui est toute proche de Lyon. On se connaissait tous. Voir toutes ces femmes tondues comme ça, je me suis même pas rendu compte que j'étais comme elles. Mais j'étais gênée de voir des femmes toutes nues, avec plus de cheveux, plus de poils, rien du tout. Puis ensuite, ça a été le drame du tatouage. Je me répète, j'avais 13 ans, et je me suis sentie salie d'avoir un matricule. Certaines personnes payent pour se faire tatouer, et moi je me suis sentie salie avec ce matricule. Et je me suis amusée à pincer mon bras, je peux vous le montrer, j'ai le matricule A8624, et le 4 est à moitié effacé. Et ça a été mes premiers 10 coups de schlag. J'avais fait mon entrée à Auschwitz. Vous savez, on rentrait par la porte et on nous disait qu'on sortait par la cheminée. Quelques heures après notre arrivée, alors qu'on avait subi la tonte des cheveux, le tri au départ bien sûr, la tonte des cheveux, le matricule, etc., on nous a emmenés dans une cabane, un baraquement de quarantaine, on appelait ça. Les capots qui se trouvaient là se sont fait un plaisir de nous expliquer que nos camarades ou nos familles qui étaient partis en camion étaient en train de griller. Et comme ça, j'ai su qu'on brûlait des gens au camp. Je savais d'où venait cette odeur douce, âcre en même temps, amère. C'est une douleur, un goût que j'ai toujours dans la bouche. Je crains pas de faire brûler un rôti parce que j'ai des souvenirs comme ça. On a vu les flammes et on a su que c'était les corps des enfants, des femmes et des vieillards qui étaient en train d'alimenter ces feux.
Voilà, c'était ça Auschwitz. Auschwitz, c'était quelque chose qui fait peur, qui continue à faire peur. Et si je suis là devant vous, Monsieur le Président, et vous, messieurs et mesdames de la Cour, c'est parce que je ne voudrais pas que mes enfants et mes petits-enfants revoient ces choses-là. Parce que je voudrais que vous rendiez un peu de justice à ceux qui sont encore vivants, et que ceux qui nous ont envoyés là-bas soient punis. Je ne vais pas vous apprendre votre métier, je m'en excuse, mais c'est vraiment dans cet espoir que je suis ici. Vous savez, à Auschwitz, je suis restée avec maman jusqu'au 23 août 1944. Le 23 août 1944, c'était le jour de la libération de Paris. Pour moi, c'est le jour de la mort de ma mère. Elle a été gazée et brûlée. Ça existe, les chambres à gaz. Mon père a fait partie du dernier convoi qui est parti de Lyon pour Auschwitz, celui du 11 août 1944. J'ai appris qu'il y avait retrouvé mes neveux, qui étaient nés l'un en 1935, l'autre en 1937. Mes deux jeunes neveux ont été gazés à Auschwitz. Et mon père est rentré au camp. Je passerai sur le camp. Les souffrances du camp, vous savez, c'était quelque chose d'incroyable. Vous racontez les femmes qui en avaient assez et qui se jetaient dans les barbelés, je crois que tout le monde le sait. Vous racontez les mamans qui partaient à la chambre à gaz, qui faisaient quelquefois 3 heures de queue pour être gazées. Elles donnaient la main à leurs enfants et elles chantaient pour aller à la chambre à gaz, monsieur. Elles essayaient d'encourager leurs petits. Moi, je voudrais dire, si vous le permettez, à ceux qui disent que les chambres à gaz n'ont pas existé, je voudrais leur dire qu'il faudrait peut-être qu'ils aillent faire un voyage à Auschwitz. Ils verront que les chambres à gaz sont griffées jusqu'au plafond. On voit des griffes dans le mur. Ça, c'est la réalité. Le 18 janvier 1945, nous sommes partis en évacuation. Ça aussi, c'était quelque chose de tragique, la grande évacuation d'Auschwitz. Mes camarades de Ravensbrück se rappellent peut-être les squelettes qui sont arrivés à leur camp. Pour ce qui me concerne, je faisais partie d'un commando de 25 000. Nous sommes partis le 18 janvier 1945 pour arriver à Ravensbrück le 11 février 1945. Nous sommes partis 25 000 et nous sommes arrivés 2 000. Je dois dire que je n'aime pas beaucoup les chiffres, mais je crois que en France, il y a eu 76 600 déportés juifs de France. Il n'en est rentré que 2005 à la libération. 3% seulement des effectifs sont revenus. Le 19 janvier 1945, j'ai rencontré un commando d'hommes dans la neige de la Haute-Silésie. Vous savez, il faisait très très froid à Auschwitz à cette période. Moins 30, moins 35 peut-être. On n'avait rien pour manger, rien pour s'habiller et nous faisions cette marche à pied. Je vous ai dit que mon père avait une taille très imposante. Et puis j'ai rencontré une colonne d'hommes. J'ai vu une tête qui émergeait. Je me suis rendu compte que c'était mon père. On s'est fait un signe de la main. Ça m'embête d'en parler parce que mes frères et sœurs sont dans la salle. Et ça va leur faire mal. Les Allemands étaient en civil. Ils avaient plus que leurs bottes et leurs capotes pour avoir chaud. Les Russes arrivaient. Un Allemand m'a dit, c'est ton père? J'ai dit oui. Il m'a dit, va l'embrasser. Il a fait signe à mon père de venir. Et au moment où il allait m'embrasser, non merci monsieur, au moment où il allait m'embrasser, on l'a fait mettre à genoux et on lui a tiré une balle dans la tête. C'est pas Barbie qui lui a tiré une balle dans la tête, mais c'est Barbie qui nous a envoyés là-bas. C'est lui qui est le responsable, le premier des responsables, du responsable de mon malheur. Comment voulez-vous j'oublie cet homme? C'est pas possible. J'ai perdu beaucoup d'amis dans le camp. Je suis ici pour représenter ma famille, mais aussi 6 millions de morts. J'ai eu le désavantage d'être arrêtée quand j'avais 13 ans, mais j'ai l'avantage de n'avoir que 57 ans bientôt. Et je voudrais, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je voudrais
représenter toutes mes camarades qui sont tombées, que j'ai laissées à Auschwitz. Si je témoigne, c'est aussi pour celles qui partaient au moment des sélections et qui nous disaient « Si tu rentres, n'oublie pas d'en parler ». Je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé. Je pense qu'elles ne sont pas satisfaites de nous. C'est pour ça que je suis ici maintenant. Je pense que quand on a vu mourir des enfants, comme on les a vus mourir, quand on voyait ces colonnes de gosses qui partaient au four crématoire, on ne peut pas oublier, monsieur. On ne peut vraiment rien oublier. Voilà. Vous avez dit au début de votre témoignage, madame, que lorsque vous êtes arrivée dans les locaux de la Gestapo, une femme a dit à votre mère « On ne revient pas d'où vous allez ». Oui. Elle avait d'abord dit un mot Kinder Kaput. Kaput, on savait que ça voulait dire mort. Mais effectivement, elle a dit les enfants ne reviennent pas d'où ils viennent ou quelque chose dans ce goût. Vous savez, on ne garde pas exactement le mot. Mais oui, on m'a dit ça. Et cette femme, c'était C'était une Allemande habillée en gris qui tapait à la machine. Alors vous dites donc avoir eu affaire avec Barbie au cours de ces interrogatoires-là. Comment pouvez-vous dire que c'est Barbie à qui vous avez eu personnellement affaire? Oui. Vous savez, c'était pour la Chandeleur en 1972. J'étais dans ma cuisine en train de faire des crêpes à mes enfants. Je vous ai dit que j'avais 7 enfants à l'époque, j'en avais que 6. C'était le soir vers 7 heures, au moment des informations régionales. Mon mari, qui rentrait de son travail, regardait la télé. Il m'a appelé. Je me souviens de ce jour parce que j'ai laissé brûler cette crêpe. Je suis arrivée, je pensais qu'il lui était arrivé quelque chose parce qu'il n'a pas l'habitude de me déranger comme ça. Je suis arrivée dans mon salon et je suis restée médusée par un visage, un regard surtout. C'était la photo de Barbie. À l'époque, je ne savais pas son nom. Il était là face à moi et il me regardait en noir et blanc. Et pourtant, j'ai revu la couleur de ses yeux, j'ai vu son regard. Je me suis retrouvée à la Gestapo, je me suis retrouvée face à lui. Je n'ai pas pu parler. Mon mari est dans la salle, il peut confirmer. Il a remis le son, et à ce moment-là, la présentatrice a fait la réflexion suivante, que toutes les personnes qui pouvaient reconnaître dans cet homme le boucher de Lyon étaient priées de prendre contact avec la télévision. Vous savez, reconnaître quelqu'un comme ça, sur une image, et puis réfléchir après, ça n'est pas du tout pareil. J'ai eu des remords, j'ai dit mon sang, c'est une idée, ça peut pas être ça. C'est pas possible de dire que c'est le même bonhomme comme ça, 27 ans après. C'est difficile. J'y ai pensé toute la nuit, et je n'ai pas pris contact avec la télé. Et puis, pendant plusieurs jours de suite, on nous a remontré cette photo. Et à toutes les fois, ça a été la même chose. J'ai eu ce choc terrible. Mais 10 minutes après, je m'en voulais de vouloir faire condamner quelqu'un, peut-être, pour simplement une impression. C'est pas facile, vraiment. Un jour, quand même, après avoir bien réfléchi, j'ai téléphoné à monsieur Marcel Rivière, qui était au Progrès, qui était un ancien déporté et un ami. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit vraiment, tu vois, ça m'ennuie, j'ai l'impression que c'est lui et en même temps, j'ai pas le courage de dire que cet homme est un assassin. Marcel Rivière m'a mis en contact avec monsieur Gérard Dupuis de l'ORTF, qui m'a téléphoné un jour, je ne le connaissais pas, et qui m'a dit, voulez-vous accepter de participer à une émission à laquelle on fera passer un reportage qui est fait par monsieur Ladislas de Hoyot, et là peut-être vous allez le reconnaître. J'ai accepté de participer à cette émission, mais j'ai refusé de regarder ce petit film avant. Je voulais le voir avec tous les téléspectateurs. Monsieur Ladislas de Hoyot est dans la salle, je crois, et il peut confirmer que je n'ai rien regardé avant. Devant les caméras, le film est passé, et là j'ai été vraiment certaine de l'avoir reconnu. Je l'ai reconnu formellement, c'était le 8 février 1972. La seule chose qui me manquait, c'était de l'entendre. À ce moment-là, déjà, j'ai fait des dépositions, monsieur le Président.
Et à ce moment-là déjà, j'ai donné des précisions pour ce qui concerne Barbie. Vous savez, quand on a 13 ans et on va croire que je rabâche, quand on a 13 ans et qu'on reste plusieurs jours comme ça à attendre les coups qui vont tomber, à ne pas savoir ce qui va arriver vraiment, on a le temps de voir certains détails, certaines choses très précises qui vous restent comme ça marquées pour toujours. C'est très très dur de revoir la même personne. J'ai été confrontée à Barbie. Mes avocats peuvent le dire. J'ai dit que si j'avais un doute, je retirais ma plainte. Je l'ai dit aussi à monsieur le juge Riss. J'ai même dit que si j'avais l'impression que Barbie avait un remords, peut-être aussi, étant donné son âge, je retirerais ma plainte. Il y a eu confrontation. Barbie m'a regardé sans arrêt. Pas une seule fois il n'a eu un remords, pas une seule fois ses yeux se sont baissés. Les miens non plus d'ailleurs. Le juge Riss a demandé à Barbie s'il me reconnaissait. Et j'ai dit, ce n'est pas possible qu'il reconnaisse dans une femme de 53 ans, j'avais 53 ans à ce moment-là, la petite fille de 13 ans que j'étais. Mais que j'étais certaine qu'il reconnaissait l'affaire. Vous savez, ça ne trompe pas, un tic dans la bouche, un sourire un peu ironique, un regard méchant, un peu le regard d'un oiseau de proie qu'il a eu ici, dans cette salle aussi, que j'ai retrouvé ici. Et Barbie a été assez monstrueux pour se lever en souriant et en disant « Mais madame, excusez-moi, si je vous regarde, c'est parce que quand on est en prison depuis 7 mois, c'est toujours agréable de voir une femme appétissante. » J'ai demandé que ce soit marqué sur le procès verbal. J'ai considéré que c'était une insulte personnelle. À ce moment-là, Barbie s'est mise à rire en disant « Mais le malheur, c'est que vous ne comprenez pas la plaisanterie. Monsieur le Président, cet homme qui s'est permis de me frapper lorsque j'étais une enfant, cet homme qui a fait mourir ma mère et mon père, cet homme qui a envoyé mes petits-neveux au four crématoire, voulait plaisanter avec moi. Je considère encore aujourd'hui que j'ai été insultée à cette confrontation. J'ai la certitude que c'est le même homme, absolument le même. Je n'ai absolument pas de doute. Je me retrouve devant le même bonhomme qu'en 1944. J'ai simplement pu constater qu'il était beaucoup plus fort lorsqu'il était libre et qu'il pouvait nous faire du mal que lorsqu'il était dans sa cage. Il a eu la lâcheté de se sauver, de ne pas nous regarder en face. C'est tout ce que je peux vous dire. Question, monsieur le procureur général. Les parties civiles. Question, maître Liebman. Charles Liebman, avocat à Paris. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, vous avez entendu cette partie civile dire dans le détail et avec lucidité encore ce qu'elle a subi. Je voudrais poser, ou que Monsieur le Président pose 2 questions à la partie civile. Vous souvenez-vous du numéro du convoi qui vous a transporté jusqu'à Auschwitz? Le numéro 76. De quelle date, madame? Le 30 juin 1944. Nous sommes arrivés le 4 juillet 1944 à Auschwitz. Vous aviez 13 ans. J'avais 13 ans et demi, oui. Savez-vous que dans le même convoi, où avez-vous appris qu'il y avait dans ce transport également des enfants de la colonie juive d'Isieux? Non, maître, je ne savais pas qu'il y avait des enfants de la colonie juive d'Isieux. Je dois dire pourtant que lorsque nous étions à Drancy, j'étais avec maman, je vous l'ai dit, ça a été une période bénie, contrairement à d'autres camarades. Il y avait des enfants qui étaient seuls. Je veux parler de ma camarade Jacqueline Ouli, qui est rentrée des camps avec moi, et de sa petite sœur. Maman avait pris les 2 enfants avec elle était très maternelle. Lorsque nous sommes partis de Drancy, il y avait une jeune femme d'une 30aine d'années qui avait 3 gosses avec elle, ça n'était pas les siens. Et on a poussé 2 de ces 3 gosses dans les bras de maman. L'une s'appelait Mina et l'autre Claudia. C'était de toutes petites filles. Je n'avais jamais fait le rapport. Mais depuis ce procès, j'ai regardé les noms des enfants d'Isieux et j'ai aussi regardé de nouveau sur le mémorial de Maître Klarsfeld
les noms des gens qui étaient dans le même convoi que moi. Vous savez, quelquefois, on se retourne comme ça, le couteau dans la plaie, et voir le nom de ses parents marqué quelque part, ça fait mal et ça fait du bien en même temps. Et puis, je me suis rendu compte que ces deux petites étaient là, et que c'était justement des enfants d'Isieux. J'ai eu l'occasion de faire le parallèle avec ces deux enfants. Effectivement, ce sont les enfants de Madame Alain Bronner. Maman les a gardés avec nous pendant ce transport dans le même compartiment, dans le même wagon à bestiaux. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez très pertinemment posé la question à la partie civile de savoir si, de la vie de la victime, Barbie était responsable de cette déportation et si la victime était sûre de ce que c'était Barbie qui l'avait interrogée. Est-ce que la victime se souvient de ce qu'a répondu Barbie à la confrontation? Est-ce qu'il a nié ou est-ce qu'il a déclaré autre chose? Il n'a jamais rien nié, il n'a pas pu nier. Tout ce que j'ai dit n'a pas été nié. Il disait souvent, je ne me souviens pas, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais jamais il n'a dit, ça n'est pas vrai. Ça, j'en suis certaine, ça m'avait marqué parce que, enfin, dans mon idée, il me semblait qu'il devait automatiquement nier tout. Monsieur le Président, alors, pour l'édification surtout de mesdames et messieurs les jurés, est-ce que vous m'autorisez à poser la question, puisque c'est sous forme de question qu'ici les choses doivent se dérouler normalement, à poser la question à la victime, du point de savoir si la déclaration qui a été faite par Barbie, elle s'en souvient. Alors, Monsieur le Président, il s'agit de la cote DP1 30 ou 36, je pense, 36, oui. mercredi 20 juillet 1983, devant Monsieur Riss, juge d'instruction à Lyon. C'est Barbie qui parle. Je n'ai pas souvenir d'avoir interrogé cette personne, car cela n'était pas dans mes attributions. Dans ce bureau sont passées des centaines de personnes. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Je ne vois pas pourquoi j'aurais interrogé cette petite fille. Je ne me souviens pas avoir interrogé de petite fille. Mais je n'étais pas tout seul, puisque nous étions plus de 120, c'est-à-dire l'effectif d'une compagnie de combat au complet. Il s'agissait du département de Barthélémus. Quelques lignes, Monsieur le Président. Je pense que la Cour ne s'impatiente pas. Question du magistrat. La sous-section anti-juive dirigée par Barthélémus faisait bien partie de la section 4 que vous dirigiez, n'est-ce pas? L'inculpé, toujours lors de la confrontation avec Madame Lagrange. Cela est exact. D'après l'organigramme, il était sous mes ordres. Mais en réalité, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, cette sous-section juive, dirigée par Wenzel puis Barthélémus, recevait des ordres non hiérarchisés. Comme je vous l'ai précédemment indiqué, la politique anti-juive était organisée sur l'ensemble du Reich et des territoires occupés. Ce qui importait, dit toujours l'inculpé, c'était le transport des personnes, des Juifs combattus, non comme résistants. Je cite textuellement sous votre contrôle, Monsieur le Président. Question du magistrat, et je vais en avoir terminé. Connaissiez-vous le sort réservé aux Juifs qui étaient déportés? Réponse. Nous avons déjà entendu cela. Je ne répondrai pas aujourd'hui à cette question. Je le ferai une autre fois. Pour nous, ce qui comptait, c'était le camp de Drancy sur lequel ils étaient acheminés par la Wehrmacht. Par conséquent, la lutte contre les Juifs n'était pas seulement
le fait du SD de Lyon, les ordres venaient d'en haut. Alors, Monsieur le Président, je crois, Mesdames et Messieurs les jurés, que dans la mesure où cet accusé, présent, absent ou absent, présent, ne peut pas faire l'objet à cette audience pour la manifestation de la vérité de questions normales qu'il y aurait lieu de lui poser à partir de déclarations qu'il a faites à l'instruction, et que dans la mesure où, pour Mesdames et Messieurs les jurés, l'instruction de l'affaire se fait à l'audience de la cour d'assises et oralement, je pense qu'il était utile que cette déclaration de l'accusé, alors inculpé, assisté de son avocat, au terme de laquelle il n'a pas nié avoir interrogé cette petite fille, il ne s'en est seulement pas souvenu, était utile à la manifestation de la vérité. Maître Vergès, vous avez la parole. Monsieur le Président. Oui, pardon, je vous en prie. M'excuse. Je vous en prie. Il y a plus de 42 ans, j'ai déjà été interrogé par Barbie. Et en aucune circonstance, je ne répondrai de nouveau à un interrogatoire, même si c'est son interprète, le défenseur, qui me pose des questions. Je regrette, Monsieur le Président. Je ne peux pas accepter ça. Je refuse absolument de répondre à cette personne. Vous savez que c'est le Président qui pose les questions. Non, Monsieur le Président, ce sera au-dessus de mes forces. Je ne peux pas accepter. Vraiment pas. J'ai déjà été interrogé il y a 42 ans, Monsieur le Président. Et bien. Comment? Maître Vergès a quand même droit à la parole en dernier, puisque c'est le conseil de l'accusé. Maître Vergès, vous avez la parole. Il n'est pas question de forcer quelqu'un à parler, comme on l'a soutenu sur d'autres bancs. Si j'interviens, c'est à la suite de l'intervention de l'avocat de la partie civile. Il vous a rappelé un procès-verbal du 20 juillet du mois de janvier 83. Il a oublié de vous citer un procès-verbal du 14 mai 1980. Pour l'instant, c'est la défense qui parle. Si la partie civile veut continuer, je lui cède ma place. Non, je ne vous ai pas interrompu, alors ne faites pas de théâtre. Non, je vous en prie. Alors, le problème, c'est, dans ce procès-verbal, il n'est pas question d'arrestation de la partie civile en tant que juive. Il est question d'activité de résistance. Il est question de distribution de tracts. Il est question d'une dénonciation par une voisine ou un voisin pour distribution de tracts et activité de résistance. Ceci étant, vous concevez très bien qu'à partir du moment où le débat oral que certains souhaitent ne peut même pas se faire ici entre l'avocat de la défense et la partie civile, la défense plaidera sur tous ces témoignages que nous avons entendus aujourd'hui dans sa plaidoirie, développera ses arguments, non seulement d'après ce qui a été dit aujourd'hui, mais également d'après les différents procès-verbaux. Ceci ne nous dérange en rien. Monsieur le Président, je ne peux pas, pour les victimes que je représente, accepter d'entendre, même de la part d'un confrère de la défense, que je n'ai pas lu tel procès-verbal. J'ai lu sous votre contrôle, et je l'ai indiqué, qu'il s'agissait d'un procès-verbal de confrontation avec la victime, ce qu'il y a de plus important devant un magistrat instructeur. Si la défense souhaite que je lise l'ensemble du dossier dont vous connaissez le nombre de milieux de cote, je peux le faire, mais il est quand même trop facile, je dois le faire observer à la cour et au jury, d'intervenir par des coups d'épingle comme cela, je le répète, en l'absence de l'accusé que nous aurions pu interpeller normalement. Bien, Maître Vergès, je vous donne la parole si vous voulez la reprendre. Je ne pense pas que ceci mérite une réponse. Bien, non, je vous en prie, L'audience, oui, non, Maître, si vous êtes fatigué, Maître Klersfeld, la Cour peut vous autoriser à rester assis, mais j'allais me lever. Merci. Je voulais simplement signaler que dans le procès-verbal du 14 mai 1980, mon confrère n'a lu que la moitié de ce qu'il voulait lire, puisque la partie civile a lu, et je lui demande si c'est exact, si elle se souvient de l'avoir dit, depuis le milieu de l'année 1943, j'ai aidé mon père et d'autres personnes à distribuer des tracts anti-nazis. Puis nous avons été dénoncés en qualité de résistants et de juifs. Ce n'est pas en qualité
de résistants, c'est en qualité de résistants et de juifs. Et je signale à mon confrère aussi que lorsque des personnes qui avaient commis sans doute des activités illégales dans le domaine de la résistance, mais qui se retrouvaient être reconnues comme juives, ce qui les attendait était la déportation, non pas dans un camp de concentration, mais dans un camp d'extermination systématique. Bien. La défense, je vous redonne la parole. Bien. L'audience est suspendue, elle sera reprise dans 20 minutes. Richard Zelmati, avocat des parties civiles. Simone Lagrange. Simone Lagrange, c'est très particulier. La plus jeune, la plus dynamique, celle chez qui les souvenirs sont le plus vivaces. Aujourd'hui, c'est la plus pédagogique. Elle a consacré son temps à, et elle le consacre toujours, à justement parcourir les collèges et les lycées pour transmettre son témoignage. C'est-à-dire la prolongation de ce témoignage-là, de cette audition dans la cour d'assises, elle le fait systématiquement dans le lycée. Simone Lagrange a beaucoup apporté parce que la plus jeune est un grand dynamisme. Elle-même a reconstitué une famille avec beaucoup d'espoir après, et elle y avait dans sa démarche une volonté pédagogique. Jamais l'oubli, c'était cela. Qu'est-ce que j'ai été heureuse dans cette cour. Vous habitiez où? Au dernier, tout à fait en haut. Mon père était en train de se laver les mains là, Oui. quand le SS est venu nous sonner à la porte. Oui. Et il avait vu par la fenêtre qu'il y avait des SS de ce côté qui barraient le chemin parce qu'il y a deux sorties. Mais je vous connaissez, vous, le locataire, ou si c'est notre monsieur là? Vous ressemblez? Ah non, je ne suis pas locataire ici, non. Hein? Mais vous connaissez Madame Lagrange? Vous êtes dit bonjour. Elle n'est pas connue, la dame, mais je vois pas qui c'est non plus. Ah oui? J'habitais au-dessus de vous. Mais Simone Cadouche. Hein? Simone Cadouche. J'habitais au-dessus de vous. Le père de Madame Cadouche? Oui. Oh non, mais je ne pourrais pas vous reconnaître parce qu'on change, hein, en vieillissant. Hein? Vous n'avez pas tellement changé. Oula, aussi, 77 ans, hein? On change. Et vous vous appelez comment de votre nom de fille? Je sais pas comment. Cadouche. Cadouche. Oula, ben je vous aurais pas reconnu, hein? Ah non. Votre visage, oui, quand je l'ai vu, m'était pas connu, mais le nom, non, absolument pas. Vous étiez là, madame, le jour de l'arrestation de la famille Cadouche? Oui, oui. Vous l'avez vu? Ah oui, mais moi, je suis venue là en 42. Oui. Donc vous étiez là quand les SS sont venus? Quand les SS sont venus arrêter la moi, famille. je ne sais pas s'ils ont été à la cour ou dans la rue, mais enfin, je m'en souviens. Vous, c'est les Cadouches qu'ils avaient été déportés, alors? Voilà. Ah oui. Et vous êtes la fille l'aînée? Voilà. Et que vous avez eu le bonheur de revenir? Ben oui. Ah, c'est vous, alors? C'est moi. Oui, oui. Ah ben non, je vous aurais pas reconnu. Et puis vos parents sont pas revenus? Non, ils sont pas Oh revenus. là là, c'est triste quand même, hein, oui. Ah, oui, oui. Ça, je n'oublierai jamais, hein. Oh, moi non plus, figurez-vous. Ça, oh ben, plus forte raison vous, hein, parce que mon père, moi, je n'oublierai pas ça, oui. Le jour où j'ai été arrêtée, vous étiez chez vous. Et il y avait Madame Bontou en face. Oui, c'est ça, Et elle est oui. la seule à avoir essayé de me sortir des SS. Ah oui. Oh là là. Madame Serre était de ce côté, derrière sa porte. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Et de ce côté, il y avait Madame Bontou, qui a laissé passer mon père, ma mère, etc. Et qui très gentiment m'a tiré par la manche pour essayer de me faire rentrer chez elle. Et de me tirer des pattes des SS. Et pourquoi ça n'a pas marché? Goetzmann s'est retourné, il est remonté et il m'a poussé dans l'escalier. Et Madame Bontou a reçu une gifle qui l'a renvoyée chez elle. Et pendant ce temps-là, Madame Serre? Oh, elle était calfeutrée chez elle. Je ne sais pas du tout ce qu'est devenu Madame Bontou, mais c'est vrai que pour elle, j'ai pensé qu'elle est tout à fait différente de ce que je pourrais avoir pour d'autres personnes. Vous ne l'avez jamais revue? Non. Non. Cette maison, c'est beaucoup de souvenirs. C'est le souvenir d'une enfance heureuse. C'est le souvenir des jeux de gosses, évidemment. C'est aussi le souvenir de parents merveilleux.
Il y avait des fêtes, il y avait des jeux, il y avait des éclats de rire. Je me souviens d'une institutrice, j'avais des cheveux très très longs, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, et qui avait décidé qu'étant juive, j'étais obligatoirement pleine de poux. À l'école, on a eu des instituts qui étaient formidables et d'autres... Oui. Je me souviens d'une toute petite institutrice qui nous faisait chanter l'hymne américain au moment où l'on remontait le drapeau avec la Francisque dessus. Ah oui. À la place du maréchal Nous voilà. Oh, say can you see? Oui, c'est une jeune institutrice qui a été fusillée, c'était une Savoyarde. Elle a été fusillée oui. Par les Allemands. Oui, il y a des tas de choses qu'on ignore. Cette petite institutrice. Petite, elle était vraiment très petite de taille, vous voyez. Oui, bah vous n'êtes pas grande non plus. Non, j'ai oublié de grandir à Auschwitz. J'ai eu mon certificat d'études la veille de mon arrestation, avec une mention très bien. Et le 6 juin 1944, je suis allée à la boulangerie, là, prendre mon pain. Et à cette époque, on avait des tickets. Et il fallait faire des queues impensables. Et je faisais la queue. Et puis, quelqu'un s'est retourné, il m'a reconnu. Il m'a dit, mais c'est bien, tu as eu une mention très bien. Alors, tu vas pas faire la queue. Rentre tout de suite, passe la première. Je suis passée la première et je suis remontée chez moi. Peut-être que si j'avais fait la queue, j'aurais peut-être pas été arrêtée. Suzanne, Marie, Germaine, ah non, non Juliette, Mathilde, Germaine, Madame Hirsch, Judith, Simone, sa mère, Madame Jacob, Victoire, René, Mireille, matrone de bordel, la petite Marie, Henriette la voyante, Madeleine, Michel, Rachel et moi, Myriam. Ils avaient fait de nous des rats. Non, Myriam, nous n'étions pas des rats. Souviens-toi, les nuits de grand froid, tu nous racontais de si belles histoires. Quelles histoires? Je me rappelle seulement les flammes, les odeurs de chair brûlée, nos yeux vides, l'entassement de nos corps vieillis trop vite, la peur, la mort, toujours, partout. Tu te souviens qu'on s'est rencontrés une fois? Cela faisait 6 mois qu'on était ici. Tu m'as demandé, et maman et Michel? Je me suis jetée dans tes bras et un Allemand m'a tapé dessus. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, tu avais disparu. Je t'aimais tellement que j'étais heureuse d'être déportée avec toi. À quoi servent ces procès? Laurent Douzou. J'ai pas de position, moi, très tranchée là-dessus. Vous savez que chez les historiens, il y a un vrai débat, qu'il y a des gens qui ont des positions tranchées pour ou contre. Je crois pas qu'on puisse dire que ces procès servent à l'histoire, si on veut dire par là qu'ils permettent de faire avancer la compréhension historique de cette période. Je le crois d'autant moins que quand, dans le cours de ces procès, on veut comprendre quelque chose, on se tourne vers les historiens, c'est-à-dire vers les travaux qui ont déjà été faits. Et pour une raison toute simple, on a un cas extraordinaire où on juge 50 ans ou plus après les faits. C'est-à-dire que la prescriptibilité ne jouant pas, et l'imprescriptibilité jouant, on se place dans une situation que d'habitude la justice évite soigneusement, c'est-à-dire d'avoir à juger des faits qui sont si lointains qu'on a du mal à retrouver le contexte. Et c'est là qu'on fait appel aux historiens.
Bon. Donc je dirais pas que ça aide à établir l'histoire, sûrement pas. Puisque, je répète, on doit faire appel aux historiens justement pour essayer de comprendre de quelle histoire il s'agit. Je dirais même que ça dessert, à mon avis, l'histoire, parce que quand vous faites venir un historien à la barre d'un tribunal dans ces circonstances-là, il n'est pas expert, donc il doit lever la main droite et dire je dirais la vérité et toute la vérité. Et ça, c'est très dangereux parce que ça veut dire n'ayant pas le statut d'expert, il va être pris dans le jeu de tension qu'est un tribunal entre la partie civile et la défense, et que, au fond, d'un côté ou de l'autre, quelle va être l'idée? Il faut décrédibiliser ce témoignage. Bon. Donc, j'ai envoyé du point de vue de l'histoire, je suis assez réservé. Maintenant, du point de vue de la mémoire, je suis plus positif, parce que on a beau nous dire, on sait tout ça. Pour Papon, on sait très bien ce qu'était un secrétaire général préfecture. Pour Barbie, on sait ce qu'étaient les nazis. Pour Touvier, on sait ce qu'était la milice. Ben, ce qu'on constate, c'est que non, justement. C'est-à-dire qu'à la faveur de ces procès, il y a un travail de pédagogie qui peut se faire. Et moi, je crois que la pédagogie, c'est moins tous les papiers, les articles qu'il y a autour, c'est moins la glose ou les commentaires que le document en lui-même. C'est pour ça que je pense que projeter des images de ces procès, ou comme vous le faites, les donner à entendre, en les mettant en situation pour que ça soit intelligible, ça conserve une très grande force. Alors, est-ce qu'elle est pédagogique? En tout cas, à mon avis, elle ouvre une réflexion possible. Et elle le fait d'une façon qui est vivante, passionnée, parce qu'il y a des enjeux dans ces procès, du côté des parties civiles comme de la défense. Et donc, au lieu d'avoir quelque chose qui est plat, qui est morne, qui est sans enjeu, il n'y a pas besoin d'être très très malin en écoutant les bandes, en regardant les images pour se rendre compte que là se joue un drame, et que ce drame, vous avez raison, il est d'une certaine façon atténué, il est transformé par l'écoulement du temps. Mais ce qui, moi, me frappe, c'est à quel point il reste vivace. C'est-à-dire qu'on a beau savoir tout ça, quand s'avance à la barre une personne âgée, octogénaire ou nonagénaire, il se passe quelque chose. Quand bien même sa mémoire serait pas parfaite, et par définition, elle peut pas l'être, elle recompose. Mais donc, voilà, je crois que sur le plan de l'histoire, non, ça n'aide pas à établir l'histoire. Sur le plan de la mémoire, ben, c'est une espèce de travail de trouble mémoire, ça agite à nouveau les choses, ça permet donc d'y réfléchir. Je suis pas sûr que ça permette de les fixer avec une grande netteté, mais en tout cas, ben, je dirais que ça permet de conserver ces affaires-là dans notre mémoire, et peut-être de susciter une réflexion, je dirais, transgénérationnelle. C'est-à-dire que ça peut aussi toucher les jeunes générations. Le procès Barbie, une série de Dominique Missika, archives INA, extrait de film, Hôtel Terminus de Marcel Ophuls, La petite prairie au boulot de Marceline Loridan, mixage Marie-Dominique Bougot et Anne Le Guéhenec, réalisation Pierrette Perronneau.